Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Présence protestante. Après un début de vie des plus extraordinaires, notre invité, Piet van den Ede, va vivre une véritable descente aux enfers. Piet, tu vas vivre une trajectoire folle. Tu vas connaître les affres de l'alcoolisme, alors d'abord mondain, puis la prison. Ensuite, ce sont 20 années d'errance dans les rues, notamment 9 années. Mais un jour, de juin 2008, tu vas prendre une grande décision, changer de vie, arrêter l'alcool et tourner résolument la page. 8 ans plus tard, c'est un livre qui sort de presse aux éditions du Basson, qui relate la vie de Piet van den Ede, écrit en collaboration avec Joël Meert. Bonjour. Bonjour. Journaliste à la rédaction de la RTBF. Ensemble, vous avez voulu témoigner, notamment Piet, qu'on peut s'en sortir de ces situations, même les pires de la vie. On peut toujours s'en sortir. Voilà, nous regardons d'ailleurs des images qui datent de quelques années, mon cher Piet, puisqu'il s'agit de ton passage à Charleroi lorsque tu faisais la manche devant la gare. Et qu'est-ce que ça évoque encore chez toi? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on décide d'arrêter? Parce que j'ai compris ce jour-là que c'est toujours ma faute. Parce que les gens disent c'est la faute des autres que j'ai bu. Moi j'ai bu. C'est moi qui ai tiré. C'est moi qui ai fait m'enfuir. Et quand tu comprends que c'est ta faute, que ce n'est pas de la faute des autres, tu commences à réussir. Je peux faire encore quelque chose de ma vie, de le reste de ma vie. Je veux revoir mes enfants. Je veux recommencer comme un être humain. Parce que vivre dans la rue, tu n'es pas un être humain, tu es un bête. Tu n'as plus de respect pour soi-même. Quand tu n'as pas de respect pour toi-même, les autres, ils ne te respectent plus non plus. Et c'est l'enfer. Vous avez gardé ce respect de vous-même, parce que dans votre livre, vous racontez avec Joël, que même étant dans la rue, vous avez toujours tenu à être propre, à être parfumé. Donc, il y a quand même une forme de respect. Oui, mais ce n'est pas le respect. Les autres, ils ne te respectent pas. Parce que tu demandes, et tu donnes rien en retour. Oui. Et moi, je veux changer. Et je veux changer ça pour beaucoup de gens. Je veux changer ça parce que ce sont tous des êtres humains. Il n'y a personne qui demande d'être né dans la pauvreté. C'est surtout le regard des autres. Oui, les gens, ils te regardent comme une bête. Oui. Ils ont peur des gens qui vivent dans la rue. Oui. Mais les gens qui vivent dans la rue, ce sont de braves types. Ils ne vont pas vendre de la drogue, ils ne vont pas voler, ils ne vont pas faire de conneries. Ils sont des braves types. Mais les gens ont peur parce qu'ils sont propres, ils sont bourrés, ils boivent parce qu'ils n'ont pas de solution pour eux. Alors, Joël Meert, vous avez décidé un jour d'écrire ce livre sur la vie très mouvementée de Piet. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là? Mais ça a été une belle rencontre. Alors, moi, je l'ai rencontré, il faisait la manche. Il avait déjà décidé d'arrêter de boire. Donc, il avait une attitude très positive déjà. Il allait vers les gens, il cherchait à communiquer. Et donc, voilà, son personnage m'a intéressée. J'étais vers lui, on a discuté. J'ai voulu raconter son parcours. J'ai fait un reportage sur lui pour le journal télévisé. Et puis, on est devenus amis. Et puis, je l'ai rencontré à d'autres occasions. Il m'a amené en prison parce qu'il est allé faire une exposition en prison. Voilà, vraiment, on s'est liés d'amitié. Et puis, son parcours, lui, il avait envie de le raconter. Et du coup, on en a discuté. Il m'a demandé, tiens, on n'écrirait pas mon histoire pour raconter aux gens que même quand on a touché le fond, on peut s'en sortir, on peut revivre, recommencer autre chose. Et voilà, on s'est mis d'accord, on s'est rencontrés souvent et on a résulté ce livre témoignage qu'il veut partager avec tout le monde. Piet, tout avait pourtant bien commencé. En tout cas, quand on lit le livre, oui.
tout commence bien. Vous faites des études, vous vous lancez dans un commerce, et il semble que dans votre famille, il y a de l'amour suffisamment, non? C'est l'impression qu'on a. Alors qu'on a parfois cette impression que se retrouver dans la rue, c'est-à-dire déjà avoir une vie un peu difficile dans l'enfance. Ce n'est pas votre cas. Mon cas, c'était ma faute, hein? Parce que moi, j'ai commencé à boire, sans penser d'être venu alcoolique. Oui, c'est venu comme ça, progressivement. Non, ça ne marchait pas bien avec ma femme. J'ai gagné trop d'argent. Je sortais avec des copains, un docteur, un vétérinaire, des copains. Oui. On gagnait bien la vie. C'était la bonne époque. Et je sortais tous les soirs. Et je suis venu alcoolique sans savoir. C'est l'alcoolisme mondain, ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain, fait par les rencontres. C'est pas un alcoolisme fait pour oublier, pour pallier à des manques. Boire et on s'amuse. L'alcool, c'est une drogue. Hein. Oui. C'est une drogue qui est acceptée par la société. Oui, tout à fait. Et c'est la merde. C'est pire que la drogue. Parce que c'est pas cher. Tu trouves partout. Quand tu ne bois pas... C'est permis. C'est permis. Quand tu ne bois pas, les gens disent aux femmes, tu es enceinte, et aux hommes, tu es malade. Quand tu ne bois pas, tu n'es pas dans la société. C'est ça. Et c'est la grande merde. Hein. Et ça commence avec la jeunesse, avec les briseurs. C'est bon couleur, il y a l'alcool dedans. Les enfants boivent de l'alcool. Ouais. Et c'est l'État qui gagne de l'argent. Quand c'était pas l'État qui gagne de l'argent, c'était interdit. C'est même les gens qui roulent en voiture, ça doit être zéro. Les gens ne savent pas, tu peux boire un verre ou deux ou trois. Non, zéro. En Amérique, tu peux porter une arme à 16 ans, mais tu dois avoir 21 ans pour boire. Ils trouvent là-bas que c'est plus dangereux l'alcool qu'une arme. Ce n'est pas vrai, mais eux pensent comme ça. Mais c'est quand même un danger. Et on peut être alcoolique sans savoir. Il y a beaucoup plus d'alcooliques. C'est insidieux, ça vient tout doucement comme ça. Et... Petit à petit, hein? Oui. Et le jour que tu le sais, tu vas le casser. Il n'y a personne qui va dire que tu es alcoolique. Moi, je dis que j'étais alcoolique et je dis ça à tout le monde. Et ça m'aide. Il n'y a plus personne qui va demander à moi, tu vas boire un verre ou un petit un whisky. Après, qu'est-ce que tu bois, un coca, un Red Bull? C'est facile pour moi. J'aide moi-même de le dire. Mais il y a beaucoup plus d'alcooliques en Belgique qu'on pense, qui n'osent pas le dire. Oui. Et ça, c'est dommage, ou dangereux même. Oui. Les gens qui sont le plus gais au café sont le plus emmerdants à la maison. Oui, mais on oublie parfois. C'est un alcoolisme qui devient un alcoolisme peut-être parce qu'on est mal dans sa peau. Oui, mais tu viens mal dans sa peau par l'alcool. Oui. Oui, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Et puis la preuve, c'est qu'à un moment donné, vous allez redescendre encore davantage, puisqu'il y a ce fameux jour où, sous l'effet de la colère et de l'alcool, vous allez sortir une arme à feu et vous allez tirer. J'avais un porte-armes, j'étais bijoutier. J'avais un porte-armes. Ça, c'était plus grave pour moi, parce que quand tu as un porte-armes, c'était tentative de meurtre. Tentative de meurtre, mais je n'ai pas touché ma femme. Oui. Mais j'étais en prison pour ça. C'est ça. Et comme fils de papa en prison, je venais fou. Ils m'ont laissé avant que ça passe devant le tribunal, parce qu'ils pensaient qu'il a un magasin, il a 2 enfants, il va rester en Belgique. Mais moi, je ne supportais pas la prison. Oui, c'est un mois, on le lit dans votre livre, c'est un mois affreux pour vous, c'est préventif. J'étais là-bas avec de vrais bandits. Mais en prison, il n'y a personne qui est coupable. Hein. C'est toujours la faute d'un autre. Oui. Ils m'ont dit à moi, c'est ta femme qui est atropée, c'est elle qui doit en prison. Oh, toi. Oui. Mais en prison, ils me disaient aussi, tu vas faire 15, 20 ans minimum. 20 ans ici, je suis fou. Oui. Et je ne supportais pas, et je m'enfuis en France avec l'argent de papa. Et mes parents pensaient, après 2 mois, quand son argent est fini, il va revenir. Mais je ne supportais pas la prison. J'ai resté en France comme clochard, sans docteur, sans mutuelle, sans rien.
Et c'est la pire. Oui. Je crois que c'est là que c'est... La descente aux enfers, c'est à ce moment-là. Oui, C'est commence la prison. Voilà, Quand- c'est le fait de ne pas, d'abord ne pas supporter l'univers carcéral. Donc sa seule idée, c'était de ne pas retourner en prison. Et le seul moyen de ne pas retourner en prison dans son esprit, c'est de fuir. Et donc il est parti en France en se disant, là, on ne pourra pas me retrouver. D'abord à Paris, et puis Marseille, et puis il est toute la arrivé à France, Nice. Mais donc la descente aux enfers, c'est ça. C'est la peur de cet univers carcéral. Et bon, un dérapage au départ, hein, qui n'a pas fait de victime, il n'a tué personne, mais c'est une menace. Et donc, voilà. Mais, et la rue, c'est pas une prison aussi? Non, Non? non, on dit SDF, hein, sans difficulté financière. Oui. Parce qu'on n'a pas de facture, tu es libre. Tu te lèves quand tu veux, tu bats comme tu veux. Tu es vraiment un homme libre. Mais tu n'as pas rien, tu es seul. Parce que la pauvreté, c'est quelque chose. Mais la solitude, Ça vous en parlez beaucoup dans votre livre, de cette solitude, même quand vous avez des rencontres avec d'autres SDF, même quand vous participez à des actions. les SDF ne sont pas des amis, ce sont des copains de boisson. On partage qu'est-ce qu'on a, mais l'un va aider l'autre, ça ne dit pas. Mais non, l'amitié, ça n'existe pas. On va Ça, vous aider. restez seul. Tu restes seul. Oui. Et tu es toute seule dans ton petit cocon, hein, et tu pleures. Hein. Tu pleures de solitude. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver jusqu'à ce point-là? Et tu n'as pas plus de famille. Maintenant, j'ai pas de famille non plus. J'ai encore un cousin qui parle avec moi parce qu'on a parlé d'alcool aussi avec lui. Mais tout le reste de ma famille, je suis mort pour eux. Oui. Vous avez quand même quelqu'un qui est au début de votre histoire, ennemi, et puis qui est à la fin maintenant. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Merci. Non. C'était mon premier grand amour à Anvers. Quand j'ai fait mes études à Anvers, son frère était avec moi à la même école. C'était à l'époque où on donnait une petite lettre, un bisou, et pas de sexe. Hein. Ouais. Moi, j'avais 15 ans, elle avait 4 ans. Et 50 ans plus tard, nous sommes... Vous la retrouvez. Oui. Maintenant, nous sommes 13 ans ensemble, et je suis heureux. Voilà. Avant, j'avais de l'argent, beaucoup d'argent. J'étais pas heureux. Après, quand j'étais dans la rue, je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas d'heureux. Maintenant, j'ai juste assez pour vivre et nous sommes très heureux. Il y a dit dans le l'argent. livre... L'argent, Pardon. l'argent porte pas de la chance, pas de bonheur. Mais tu as besoin de l'argent pour être heureux. Oui, ça contribue en tout cas. Oui. Hein? Oui, oui. Dans le livre que vous écrivez, il y a beaucoup de choses positives. Je suis sûr qu'il y a des rencontres difficiles dans la rue, mais on s'attarde plutôt dans le livre sur les belles rencontres. Heureusement, il y en a, et c'est grâce à ça que Pete a pu s'en sortir. Il y a eu des rencontres pendant sa descente aux enfers qui l'ont peut-être empêché de descendre encore plus bas, mais c'est aussi des mains tendues qu'il a su saisir à plusieurs reprises. Et pour sortir de la rue, ce médecin qui a compris qu'il fallait l'aider, qu'il était motivé pour arrêter de boire, pour suivre un parcours positif, une ascension, pour sortir du trou. Et voilà, il a su aussi profiter de ces rencontres positives. Et c'est très important, c'est saisir cette chance. Et puis il y a l'art aussi qui a joué un rôle Absolument, important. omniprésent. Tout à fait. C'est ça qui l'a motivé à s'en sortir. La sculpture, la peinture. Moi, quand je l'ai rencontré, c'est la première chose dont il m'a parlé. Il faisait encore la manche, mais c'était pas pour boire. C'était pour se payer son matériel, pour pouvoir peindre, sculpter. C'est ça qui m'a attirée chez lui. Je me suis dit, waouh, là, il est sorti de la misère, il veut s'en sortir, il veut y arriver. Et c'est vraiment ça qui lui a permis de s'en sortir. Et c'est ce qu'il fait maintenant aussi. Il essaye de véhiculer ce message. Voilà, trouvez un moyen de vous en sortir. Accrochez-vous à quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, l'art. Et donc lui, il donne aussi des cours. Enfin, il continue à sculpter. Il invite d'autres qui connaissent des difficultés dans la vie à peindre, à sculpter. Et en leur expliquant, voilà, si vous pouvez vous accrocher à ça,
c'est une bouée. Et ça vous permet de vous en sortir. Il faut aller puiser en soi ce qu'on aime, ce qui nous touche au plus profond, ce qui permet de s'exprimer quand on n'a plus les mots, quand on n'a plus... C'est ça qui vous a motivé, ce que vous aviez au plus profond de vous-même dans votre cœur? Oui, parce que tu peux dire, quand tu ne sais pas expliquer un mot, tu peux l'expliquer en sculpture ou en peinture. Mais moi, je travaille parce que Mme Meert m'a dit avec l'UCL, et je travaille avec des étudiants, avec des SDF ou des clochards, à Louvain. Et eux, ils font des peintures et des sculptures. Et on fait une exposition avec ça. Et pour les gens, ce ne sont plus des clochards, ce sont des artistes. Tout à fait. Et ça motive ces gens. Et quand tu vois la peinture, il y a des maîtres dedans. Oui. Et ça vient de leur cœur. C'est des gens qui n'ont pas de technique, qui ne ont pas appris. Vous avez appris. Moi, je les guide. Je ne donne pas de cours. Ce sont des workshops. Je les guide, c'est tout. Et, mais il y a de vrais artistes dedans. Hein. Il y a un artiste qui a fait la peinture de bourgmestre de Louvain. Cette année, c'est un échevin, Bieke Verlenden, qui a fait une peinture. La femme était étonnée. Mais tu dors dans la rue, monsieur? Oui, 8 ans. Il y a un autre monsieur, c'est 18 ans qu'il vit dans la rue. Oui. Maintenant, elle est sortie grâce à la peinture qu'il fait. C'est ça, grâce à l'art. Grâce à l'art. Voilà. Parce que l'art, c'est l'expression. Oui. Tu peux montrer que tu es. Pour les gens qui passent, tu n'es plus clochard. Oui. Tu fais quelque chose. Un autre regard. Un autre regard. Oui. Par exemple, quand on travaille avec l'argile, la première demi-heure, on fait des petites fleurs en argile. Oui. Et quand le workshop est fini, parce qu'après, il peut faire ce qu'il veut, les gens peuvent donner une fleur au passant. Un clochard qui donne quelque chose à quelqu'un. C'est d'autre monde. Oui. C'est le monde inversé, parce que d'habitude, le SDF, il tend la main, et là, il tend la main, mais pour donner. Il donne quelque chose. Oui. Les gens disent, mais qu'est-ce qui passe ici? Et le jour qu'ils travaillent avec moi, ils ne boivent pas. Il n'y a pas de guerre. Ils boivent du café, on apporte des biscuits. Et la police qui passe dit, mais Pete, comment tu le fais? Je dis, l'art. Oui. Et dans tout le monde, il y a quelque chose de l'art. Oui. Tu dois juste t'exprimer. C'est la Alors, force nous d'un allons- expert du vécu, Oui. en fait. Lui, il a cette double casquette. Il est ancien SDF, ancien alcoolique, Ancien prisonnier. ancien prisonnier, mais en plus, il est artiste, il peut apporter son expertise. C'est ça le rôle essentiel d'un expert du vécu. Tout à fait. C'est d'amener toute Oui. cette sensibilité. Il sait par quoi les gens passent. Il peut le comprendre et il apporte une Il dimension le comprend de supplémentaire. l'intérieur. Ouais. Tout à Parce que fait. moi, je sais que les gens ils ont besoin. Oui. Quand je travaille à l'école de UCL, je ne travaille pas pour les étudiants, je travaille avec. Par exemple, j'étais avec des étudiants à Bruxelles faire la manche. Oui. Ils ont ouvert les yeux comme ça. Comme ça, ils voient la vérité. On était au CPS de Bruxelles pour... Regarde comment ils me reçoivent. On a parlé avec des vrais SDF. Ils demandent, Pete, les étudiants demandent, mais pourquoi tu fais la manche? Monsieur, pour aller aux toilettes ici, c'est 50 cents. Quand on veut prendre une douche, c'est 1,50 €. C'est beaucoup pour un SDF. 1,50 €, c'est un carapule. Oui. Non, mais tout à fait. je parle à leur langue. hein. Oui. Mais il fait la manche, ce n'est pas ça pour boire et fumer, pour rester petit peu propre. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, parce que l'histoire est belle, et nous allons y revenir dans quelques instants, nous allons passer quelques instants dans les rues de Bruxelles. C'est un reportage de Fabien Ruel et de Dimitri Toubat. Ils ont suivi une maraude de la cellule du cœur de l'église protestante du Botanique à Bruxelles. Nous les regardons maintenant. Ce premier jeudi du mois, c'est aussi le jeudi saint et il nous a semblé que c'était important de pouvoir vraiment lier la célébration au moment où Christ se donne et Christ lave les pieds de ses disciples à ce service qu'on voulait apporter aussi aux plus petits, aux plus démunis. Et ça donne une profondeur, une intensité différente à notre tournée aujourd'hui, vraiment. Très jeune, j'ai été à la rue vers 14 ans et je me suis trouvé dans un système qui faisait pas attention à moi-même et aux plus démunis. Concrètement, il y a 7 ans, j'ai créé la cellule du cœur
Et donc depuis ce jour-là, on essayait de faire pour le mieux pour qu'ils puissent 2 fois par mois avoir de la nourriture, de l'hygiène, des sacs de couchage, plusieurs choses qui peuvent essayer de les aider à s'en sortir dans la rue, quoi. L'essentiel, c'est que chacun fasse tout son possible parce que c'est une situation difficile pour tout le monde. On me dit souvent, ça peut m'arriver à moi aussi, hein? Et alors, je crois que les gens ont raison, à savoir, il faut faire très attention à sa situation, à ses papiers, à son dossier, et ne jamais prendre de risques. La cellule m'a trouvé ici, dans le bas de la gare. Je dormais ici depuis quelques mois. Au début, c'était bien sûr recevoir de l'aide. Et ensuite, j'étais tellement lié à ces personnes que maintenant, grâce à eux, je m'en sors. Et je veux le rendre aux autres gens qui sont ici, qui n'ont rien pour s'en sortir. Je ne conseille pas aux gens d'être sans-abri, vraiment. Il vaut mieux mettre toutes ces situations en ordre, ne jamais affronter cette situation-là. À l'école, j'essayais de satisfaire mon professeur. J'avais très peur de rater mes examens. Mais j'ai réussi mes examens, on m'a donné mes diplômes. Je remercie mes professeurs. Ils ont fait l'essentiel dans ma vie, hein. On essaie de rendre, enfin moi en tout cas, j'essaie de rendre ce que j'ai reçu. Et si on peut donner plus, c'est encore mieux. J'ai reçu un sac de couchage par exemple en janvier, je l'ai lavé, maintenant je l'ai rendu ici. On l'a donné à tout à l'heure à un autre qui pourrait en servir mieux que moi. Nous travaillons donc via la paroisse de Bruxelles Botanique notamment et la diaconie. Et donc c'est via la diaconie du Botanique que on a les moyens pour pouvoir subsidier aussi les services. Et puis c'est les dons que les gens de la paroisse font en nature. Il y a plein de gens qui nous donnent des vêtements, des sous-vêtements, des produits d'hygiène. Là aujourd'hui, ce sont plusieurs personnes de la paroisse qui ont préparé les repas. Toute aide est la bienvenue pour venir apporter un petit plus, même si nous ne sommes malheureusement dans une situation que dans du palliatif et pas du préventif. C'est ça qui est dommage, mais bon, nous essayons de faire de notre mieux. Voilà, c'est fini. Pete, on imagine bien que ces images vous parlent. Elles évoquent beaucoup de choses en vous. Ce sont de très bonnes initiatives. Félicitations. Mais essaye une fois de maintenant tu travailles pour des gens dans la rue. Essaye une fois de travailler avec. C'est-à-dire avec, par exemple, très concrètement. Par exemple, demande à eux qu'est-ce que tu veux faire avec nous. Où ils sont les gens qui ont besoin. Parce qu'eux, ils savent où les gens ils ont besoin. Essaye c'est eux qui apportent aux gens. Essaye de faire que c'est eux qui travaillent. Comme ça, ils vont avoir de respect. Parce que donner quelque chose, c'est plus important que recevoir. Parce que quand tu donnes, ça fait bon cœur à toi-même, plus que l'autre. Quand Pete est sorti de la rue, il a créé une association avec d'autres SDF pour venir en aide à certains SDF qui se retrouvaient hospitalisés, leur apporter ne fût-ce qu'une brosse à dents, un savon, un pyjama. Donc il a créé cette association. Un peu de confort. Voilà, un peu de confort et de solidarité, leur montrer qu'il n'était pas seul. C'est la solitude qui l'a le plus marqué dans sa triste aventure. La solitude parce que ça s'est aidé par le CPS qui donnait nous de l'argent avec quelqu'un qui était responsable. On avait un psychiatre parce qu'on était de temps en temps avec des gens qui meuraient. Mais on avait le courage de donner un pyjama, tout ce que la famille apporte, pyjama, du tabac, tout. Et on rapporte leur linge. Hein. Nous, on était contents de donner quelque chose. Les gens étaient contents de recevoir de la visite. Parce que quand tu es SDF, tu es toute seule dans l'hôpital. Tu n'as pas bien vu. Et le personnel de l'hôpital était content d'avoir des propres personnes. C'était un win-win dans tous les côtés. Et vous avez plein de projets, je crois. Plein d'idées pour justement ce travail avec les personnes. Je joue au Euromillion. Hein? Et la dernière fois, c'était 150 millions. Et ma femme dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Je n'ai pas assez
de faire tous mes projets. Un de mes rêves, c'est avoir une maison d'art pour enfants. Parce que aider, comme tu dis, à Bruxelles, c'est bien, c'est magnifique. Mais nous, on doit commencer avec les enfants. Il n'y a personne qui demande de naître dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Il n'y a personne qui est né, qui veut que son parent est drogué ou alcoolique ou en prison, en point psychiatrie. Ce sont ces enfants qu'on doit aider. Et moi, je pense, avec l'art, on peut le faire. Fais maison d'art pour enfants, parce que tous les enfants aiment chanter, danser, faire la peinture, sculpture. Et donner à manger le soir. Préparé par les parents. Comme ça, leur cercle va être plus grand aussi, leur net. Ce n'est pas d'académie qu'on donne, de workshop. Juste qu'on a envie d'aller à l'académie. Porter l'enfant à l'académie et présenter aux profs. Ce sont des enfants. Et ils voient un autre monde. C'est un monde qui est ouvert. Il y a de beauté. Et l'art, ce n'est pas cher. Parce que tout le monde fait de foot, de tennis. Mais ça coûte cher. Tu dois acheter des vêtements. Tu dois laver de temps en temps pour tout le monde. Payer la licence du club. Licence du club. Tu dois aller, les parents, au bar devant le match, pendant le match et après le match. Oui. Là, on n'a pas d'argent. On doit un déplacement. C'est pas le payer. L'art, ça coûte rien. Parce que l'inscription à Wallonie, c'est gratuit pour les gens en pauvreté carité. Encore un mot, Joël, sur ce qu'on entend, sur ce côté positif. Pitt, c'est à tout prix aider. Ah, c'est un altruiste. Donc son seul but maintenant, c'est vraiment de faire bénéficier tout le monde de son expérience et d'aider les gens. Il véhicule un message d'espoir, il tend des mains partout, que ce soit les SDF, comme il dit, les enfants. Et il veut aussi former tous ces jeunes auxquels il s'adresse dans des écoles pour assistants sociaux, pour leur donner les outils pour aider le plus efficacement les gens. Fort de son vécu, il amène des idées et une force incroyable. J'espère que ces jeunes en profitent parce que c'est important, c'est très important. En tout cas, un grand merci. Je peux dire un grand merci, Pitt. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et merci en tout cas, Joël, d'être venu témoigner et nous donner l'envie d'être avec vous. Et d'ailleurs, on peut vous suivre. Vous avez une page Facebook. On peut vous suivre. Et j'invite nos téléspectateurs à vous suivre. C'est ici que se termine notre émission Présence protestante pour aujourd'hui. Une bonne suite dans votre vie pleine d'espérance et pleine de lumière. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.